c'est plus simple comme ça, je crois que tout le monde va certainement m'entendre. Merci énormément pour cette opportunité de dialogue, mais aussi merci en 2 mots à tous les organisateurs, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, l'Union européenne. Je salue aussi la présence du président de la Commission des Affaires étrangères et de mes collègues. Et merci aussi à tous les jeunes gens pour cet échange. Votre question, c'est un peu quelle place nous avons maintenant par rapport à notre politique étrangère. Je crois qu'il faut d'abord indiquer que la politique étrangère d'un pays, c'est un peu comme le numéro de téléphone qu'on donne à l'extérieur pour pouvoir communiquer avec le pays, c'est un peu l'interface. La politique étrangère, c'est aussi la façon d'interagir avec le monde extérieur pour faire entendre les préoccupations du pays, pour promouvoir ses intérêts, mais aussi tenir compte de cet environnement qui existe entre nous et les autres pays étrangers. Donc c'est extrêmement important parce que chaque politique étrangère nécessairement ne fait que refléter ou en tout cas amplifier ce qui se fait dans le pays, le choix des populations de ce pays. Aujourd'hui, si vous voyez les préoccupations que nous essayons de défendre au nom de son Excellence le président Assimi Goïta, du gouvernement, découle essentiellement, c'est vrai, depuis la rectification du processus de transition, mais aussi et surtout d'un certain nombre d'attentes et de préoccupations qui ont été exprimées par les Maliennes et les Maliens, notamment dans le cadre des Assises nationales de la refondation, et qui exigent aujourd'hui de plus en plus que notre pays puisse s'affirmer, se réaffirmer, promouvoir ses intérêts, affirmer sa souveraineté, qui est en fait la capacité du Mali, des Maliens, à décider pour eux-mêmes. Je crois qu'il faut juste comprendre la souveraineté comme ça, c'est pas quelque chose que le Mali invente. Tous les pays du monde affirment leur souveraineté pour pouvoir interagir avec le monde entier. Donc c'est vraiment cette capacité que nous avons de connaître nos problèmes, d'identifier les solutions et d'interagir avec les autres. Donc c'est pour dire en résumé que la politique étrangère du pays aussi tient compte de l'environnement géopolitique du moment, des défis auxquels nous sommes confrontés. Et certainement la vigueur avec laquelle nous défendons nos positions aussi sont en fonction des défis immense auquel le pays est confronté, notamment en matière de sécurité. Donc, en résumé, c'est un peu, en tout cas, aujourd'hui, nous nous situons dans ce contexte régional, avec des organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine, où vous avez vu tous les débats qu'il y a autour du retour à l'ordre constitutionnel, où il y a eu beaucoup d'incompréhension. J'espère que nous aurons l'occasion de venir plus en détail, mais aussi avec des pays et des organisations qui sont en dehors de cette sphère. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, le contexte géopolitique est très polarisé. Donc comment nous nous situons par rapport à toutes ces questions revient encore aux principes fondamentaux de la politique extérieure du Mali, qui est un pays qui se bat pour sa souveraineté, qui se bat pour son indépendance, qui ne souhaite pas suivre une puissance en particulier, mais qui cherche ses intérêts, qui les défendra, que ce soit des intérêts politiques ou des intérêts économiques. D'accord. Donc est-ce que, si je vous suis bien, si j'essaie de résumer, le Mali se positionne un peu en non-aligné qui défend simplement ses intérêts? Le Mali a fait partie du mouvement et continue à faire partie du mouvement des non-alignés, et le Mali ne souhaite pas se mettre derrière une puissance ou une autre en particulier. Même si nous avons nos intérêts, nous avons aussi des alliances. Parce que non-alignement ne veut pas dire qu'on est quelque part neutre dans l'atmosphère, non. On a nos intérêts, on a nos enjeux. Sur chacune de ces questions, on essaie d'avoir une alliance avec une organisation, avec une puissance pour pouvoir faire avancer nos causes. Aujourd'hui, l'intérêt du Mali, c'est comment promouvoir la paix, comment chercher à ce que les autres pays nous respectent en tant que nation, nous respectent en tant que peuple et comprennent que, qu'on soit riche ou pauvre,
chaque pays de la planète apporte quelque chose sur la table. Et c'est cette approche que nous avons en travaillant avec les uns. Et je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du Mali aujourd'hui de se dire que nous sommes alignés vers X, Y. Je crois que sur chacune de ces... Si une question est posée, nous allons l'analyser, regarder où se trouve l'intérêt du Mali. Et si l'intérêt du Mali se trouve d'aller à gauche, on ira à gauche. Si ça se trouve d'aller à droite, on ira à droite. Mais nous avons aussi des choix stratégiques importants. Ça ne veut pas dire que nous sommes comme une période, nous tournons avec le vent. Non, nous avons des principes, et nous avons des choix stratégiques. Bon, si ces choix stratégiques exigent que nous puissions nous allier avec XY, aujourd'hui, en matière de sécurité, le Mali a fait des choix très clairs. Par exemple, de travailler avec la Russie. Parce que nous avons estimé que ce dont le Mali a besoin pour assurer sa sécurité, aujourd'hui, la Russie est le meilleur partenaire pour pouvoir nous ouvrir ces portes-là. Mais cela ne se fait pas aussi contre d'autres. Parce que si on regarde sur le plan économique, peut-être que ce n'est pas la Russie qui peut être mieux placée, peut-être qu'un autre pays peut l'être. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et notre curseur, c'est vraiment la souveraineté et les intérêts du Mali, et nous devons les défendre comme chaque pays. Toutes les grandes puissances que vous voyez, chacun ne fait que défendre ses intérêts. Donc on comprend aussi que le Mali ne va pas suivre un pays par sentiment. Très bien. Vous avez évoqué, Monsieur le ministre, le fait que la Mali se positionne aussi pour la paix, mais aujourd'hui, dans le monde, de plus en plus, on constate beaucoup de conflits, notamment dans tout ce que l'on voit comme reformulation des différentes alliances. Et le diplomate que vous êtes aujourd'hui, j'imagine que vous avez certainement une lecture de ce que certains appellent déjà la nouvelle guerre froide qui se joue actuellement. Notamment, vous avez évoqué la guerre en Ukraine, vous avez évoqué la Russie aussi, vous avez évoqué les différentes alliances aussi qui se nouent, et une espèce de guerre par procuration qui fait dire à certains, en tout cas, qui qualifient cela de nouvelle guerre froide. Il faut que nous comprenions que depuis que le monde existe, les évolutions du monde ont été souvent marquées par le respect du droit international. Je crois que le droit international même est venu pour organiser les rapports entre États qui étaient essentiellement gérés par des rapports de force, ou souvent par la violence, souvent par la guerre. Donc jusqu'à aujourd'hui, il faut que nous comprenions que, oui, nous espérons que dans les relations internationales, les rapports seront régis par le droit, par les traités, ce qui semble être le cas. Mais dans la réalité peut être tout autre différente. Comme vous le voyez avec les guerres que vous voyez, chaque fois que certaines puissances estiment que leurs intérêts sont menacés, ils ont eu recours à la violence pour faire entendre leur voix. Le Mali estime que dans tous les cas, le dialogue doit être l'outil privilégié et la recherche de la paix, mais aussi il ne faut pas être naïf. Les rapports entre États, ce n'est pas des sentiments, c'est des rapports de force qui peuvent être gérés soit par des forces économiques, par des forces sociales, et souvent le recours à la force militaire peut être nécessaire pour pouvoir justement plus tard revenir à la table pour discuter. Donc je crois que le monde est un peu dans ce tournant majeur où on se rend compte qu'il y a une grande bipolarisation des relations. Et l'intérêt du Mali, c'est encore une fois de promouvoir la paix, de demander que ces problèmes puissent être réglés par le dialogue. Parce que nous aussi, plus près de nous ici, on a vu l'intervention de l'OTAN en Libye, qu'à l'époque, beaucoup ont pensé que ceci pourrait apporter la paix. Beaucoup d'entre nous étaient opposés à cela. Aujourd'hui, nous avons vu que cette situation a déstabilisé le Mali, le Sahel et presque l'ensemble de la région. Et fondamentalement, le Mali ne croit pas que ces interventions militaires puissent constituer une solution, mais les États étant des acteurs de la scène internationale peuvent recourir à la force pour se faire entendre quand c'est nécessaire. Très bien. Alors, je vais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de rapport de force. Alors, dans ce contexte de rapport de force actuellement, où se situe, je vais dire, en essayant d'imaginer un peu, la force malienne? Sur la scène internationale ou bien... Sur la scène internationale, oui. Écoutez, le Mali est d'abord, je crois, une puissance civilisationnelle de notre point de vue. Nous sommes un vieux pays.
comme certains ont aimé aller dire, nous fûmes quand d'autres n'étaient pas. Nous avons été aussi un grand empire, pas pour se flatter avec ça, mais je pense que dans le rapport entre pays, le Mali, avec cette puissance, ce poids historique, est aussi un acteur important. Peut-être que militairement, le Mali peut ne pas peser grand-chose sur la scène internationale, mais nous pensons que nous sommes un pays qui a une voix, qui a une civilisation, qui a une culture, et qu'au banquet de l'international, nous pouvons aussi apporter notre vision du monde, notre compréhension du monde, notre sagesse par rapport au monde. Et aussi, même sur le plan économique, nous avons la faiblesse de croire que le Mali, nous avons une population pauvre assise sur des richesses. Ça veut dire que si nous créons les conditions nécessaires, ce pays peut aussi être une puissance économique et qu'il y a des enjeux économiques importants autour de notre pays et que notre force va dépendre de notre capacité à nous faire entendre en tant que pays souverain, en tant que pays respecté, en tant que pays qui tient à sa dignité, en tant que pays qui se veut être une force pour pouvoir contribuer à chercher des solutions. Vous avez vu quand il y a eu, au début des premières années de l'indépendance, le président Modibo Keïta a pu engager une diplomatie très très vigoureuse pour amener la paix entre l'Algérie et le Maroc. Dans le mouvement des non-alignés, le Mali a été une puissance qui s'est fait entendre. Donc je crois que dans le monde entier, moi-même quand j'étais ambassadeur à l'époque, le Mali présidait la communauté de démocratie. Aujourd'hui, peut-être que nous avons des défis sur le plan démocratique, mais c'est dire que notre pays peut avoir d'autres forces et d'autres moyens de se faire entendre sur la scène internationale, de peser pour que les solutions dans le monde puissent se faire dans des cadres multilatéraux. C'est là où se trouve notre force, parce que l'unilatéralisme nous amène seulement à des déviations. Le Mali est convaincu qu'à travers une approche régionale et à travers le multilatéralisme, il est possible que chaque État puisse apporter sa contribution. Et les grands États n'ont pas toujours les bonnes solutions ni les meilleures solutions. Mais justement, Son Excellence, Monsieur le Ministre, approche régionale, multilatéralisme, l'affirmation aujourd'hui de la souveraineté du Mali, on va dire, suscite un certain enthousiasme sur le continent, notamment auprès de certaines personnes qui se revendiquent panafricanistes. Toutefois, aussi, notre pays a été chantre de l'intégration panafricaine et régionale, comme vous venez de l'évoquer un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces deux postures, de l'affirmation de la souveraineté du pays et aussi du fait de cette, on va dire, de l'intégration régionale? Moi, je suis fondamentalement convaincu que seul un État souverain peut lutter pour la réalisation de l'unité africaine. C'est pourquoi nos pays ont voulu d'abord être indépendants et ensuite ils ont cherché à s'unir en tant qu'entité. Donc pour moi, les deux concepts ne sont pas opposés du tout. Si vous voyez aujourd'hui par rapport au Mali, la souveraineté, je l'ai indiqué au début, c'est vraiment parce que sur plusieurs années, nous avons pensé que l'intervention extérieure n'a pas permis aux Maliens de pouvoir définir leur propre espace, de dégager leur propre vision, et la question de souveraineté vient par rapport à cette question, à notre responsabilité de sécuriser notre pays et puis de le développer. Maintenant, sur la question de l'intégration, je vous dis encore une fois, en étant un État souverain, le Mali a mis d'air depuis sa première constitution jusqu'à ce jour que notre pays est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour la réalisation de l'intégration africaine. Donc notre quête de souveraineté n'est pas en opposition par rapport à cela. Et si vous voyez même dans la prestation de serment du président de la transition, il est absolument clair qu'il s'engage sur l'honneur à tout faire pour la réalisation de l'unité du continent. Je crois que ça aussi c'est un deuxième paramètre et de façon consistante le Mali a œuvré pour la réalisation de l'intégration et de l'unité africaine. Ce qui pose problème au Mali, ce n'est pas l'idéal d'intégration, ce n'est pas le panafricanisme, c'est le fait que certaines organisations africaines aujourd'hui sont de moins en moins contrôlés par les Africains eux-mêmes. Le leadership n'est pas africain. Si le leadership est africain, il y a beaucoup d'ingérence, il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup d'instrumentalisation de ces organisations
pour qu'elles ne servent pas les intérêts de l'Afrique. Et moi, je suis convaincu que beaucoup de partenaires étrangers qui aujourd'hui prétendent défendre ces organisations n'ont d'autre ambition que de pouvoir les détruire parce qu'ils sont en train de casser la solidarité entre Africains. Donc pour nous, encore une fois, le Mali peut être un État souverain mais pleinement engagé dans la réalisation de l'unité africaine avec abandon de souveraineté, mais abandon de souveraineté dans des organisations qui ne sont pas contrôlées par des non-africains. Très bien, c'est noté. Alors, concrètement, on va d'abord parler sur le plan sécuritaire. Il y a les initiatives régionales qui se multiplient. Le Mali même se rapproche un petit peu plus, encore plus, disons, du Burkina Faso. On a vu les 2 derniers présidents de la transition ont réservé leur premier déplacement à l'étranger ici au Mali, notamment pour évoquer l'aspect sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali ainsi que le Burkina, nous pouvons véritablement relever ces défis sécuritaires sans élargir la coopération à d'autres pays? Si je dois citer, je citerai le Niger par exemple. La réponse est non, dans l'absolu. Je crois que même les États-Unis ne peuvent pas assurer seuls la sécurité, ni dans leur région, ni dans le monde. Aucun pays, aussi grand fut-il, ne peut aujourd'hui prétendre régler les défis auxquels nous sommes confrontés. Si nous prenons les défis climatiques, les défis sécuritaires, tous les grands défis auxquels nous sommes confrontés exigent que nous puissions travailler ensemble. Donc, le Mali estime que nous sommes dans des crises peut-être de court terme ou de tensions qui peuvent exister avec tel ou tel, mais le Mali a toujours maintenu son engagement pour pouvoir réaliser les choses. D'abord, je crois que pour pouvoir contribuer à une approche régionale, il faut faire son ménage. Parce que si tu n'es pas capable de tenir ta maison, même dans un quartier, mais comment tu vas même travailler avec tes voisins si chez toi même tu n'arrives pas à mettre de l'ordre? Donc notre principal défi, c'est comment mettre de l'ordre chez nous, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la gouvernance, sur le plan social, etc. Si nous avons les capacités nécessaires, nous pourrions travailler avec les autres. Parce que les voisins là, ils ne viendront pas régler notre problème ici, à notre place. Ils peuvent aider. Donc c'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il faut travailler avec des pays comme le Burkina, nous partageons les mêmes défis, mais il faut faire la même chose avec les autres pays, mais pour cela aussi il faut que nous ayons une vision partagée. Il faut que ces pays et leurs dirigeants aussi respectent le Mali. Il faut que ces pays et leurs dirigeants et que nous tous, dans cette région, nous comprenions que nous soyons alliés de la France, des États-Unis, de la Russie, ou de n'importe quel pays, ce que nous avons entre nous est beaucoup plus fort que ce que nous partageons avec quelques pays, que ce soit à l'extérieur de notre région. Chaque pays, à mon avis, est libre du choix de ses amis. Le Mali ne va pas dire parce que tel pays est l'ami de la France, tu es notre ennemi. Pas nécessairement. C'est leur choix, mais qu'eux aussi respectent que le Mali, les amis du Mali ne soient pas leurs amis. C'est ce que le président Nelson Mandela disait, surtout en critiquant un certain nombre de pays, que vos amis ne sont pas nécessairement nos amis, vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Si nous comprenons ça, je pense que nous pouvons travailler ensemble. Même dans mon voisinage, je ne peux pas dire que je vais être ami avec toi si tu parles ou si tu ne parles pas. C'est ça le gros problème qu'on a eu avec certains pays qui ont essayé de nous dire qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Je pense que ça ne marchera pas. Donc encore une fois, les défis sécuritaires, comme le défi du développement, et comme le défi de l'intégration, vont nécessiter des approches régionales pour pouvoir le faire. Mais il faut que ce cadre régional, encore une fois, nous le disions, qu'il y ait un leadership africain. Chaque fois qu'il y a un leadership africain, je vous assure que le Mali sera pleinement engagé à jouer son rôle avec quelques pays que ce soit dans la région. Parce que ces pays d'abord, que ce soit le Burkina, le Niger, le Sénégal, ce sont des pays frères. Comme certains le disent même, ce sont des pays parents. Nous partageons énormément de choses, à commencer par la géographie. Et la géographie n'est pas définie par moi, c'est une donnée réelle, que je le veuille ou pas, que le Niger le veuille ou pas, ni le Mali ni le Niger ne vont quitter cet espace. Donc nous avons intérêt à travailler ensemble dans la durée que de faire des alliances temporaires avec tel ou tel qui vient créer la zizanie entre nous. Donc, si je comprends bien, Son Excellence, Monsieur le Ministre,
on doit changer même le narratif de ces différentes institutions aussi que nous mettons en place, parce qu'on a vu par exemple avec le G5 Sahel qui était beaucoup soutenu par la France et par l'Union européenne aussi à l'époque. Donc est-ce que comme ceux qui sont en train de mettre en place l'initiative Dakar, comme ils l'ont dit, ou même la force de la CEDEAO, comme ça a été annoncé, il doit y avoir un financement d'abord africain. Et donc, est-ce qu'on doit plus aller d'abord en ce sens-là, que nous ayons un financement d'abord africain, donc pour pouvoir avoir un leadership africain et que nous puissions nous-mêmes imposer nos différentes opinions, nos différentes décisions, puisque ça nous concerne d'abord nous ici, dans les différentes régions africaines? Bon. C'est pas tout à fait ça, hein. C'est pas tout à fait ça. Mais il faut que nous puissions voir les choses de terre. Parce que le leadership africain ne veut pas nécessairement dire que nous pouvons faire tout seul. Par exemple, la lutte contre le terrorisme, si vous regardez, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est l'organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Et le terrorisme auquel nous faisons face a été créé suite à une intervention qui a été autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la communauté internationale a eu une responsabilité particulière d'aider ces pays à trouver ces solutions. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à nos organisations, le leadership, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne que moi, je ne pense pas que je peux me lever, aller à Bruxelles, dire à l'Union européenne qu'est-ce qu'ils doivent faire. Pourtant, c'est ce que tout le monde fait avec nos organisations. Les gens viennent à nos sommets, ils disent ce qu'ils veulent. Certains prédisent même les conclusions de nos sommets avant qu'ils ne se tiennent. Que ce n'est pas respectueux. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre d'abord que, bon, par exemple, la CEDEAO ou le G5 ont été établis par ces pays pour faire face à un problème particulier, un problème de sécurité ou un problème de développement. Un. Deux, c'est de comprendre que les chefs d'État et les populations de ces pays sont les propriétaires de ces organisations. C'est à eux de définir ce que ces organisations peuvent faire. Naturellement, on ne peut pas aussi créer des organisations, dire que tout le financement doit venir d'autres. Je crois que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut faire ta cuisine interne. Quand tu établis une organisation, regarde d'abord vous-même qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble pour résoudre tel problème. Comme ça, les autres qui viennent, ils ne peuvent qu'aider. Et même là, c'est à vous d'organiser leur contribution. Mais si nous établissons une organisation que nous voulons qu'il soit totalement financée par d'autres, il est évident qu'ils vont aussi fixer l'agenda pour nous. Donc, je crois que c'est ça aussi la question de leadership. Et le leadership africain veut dire aussi que si nous estimons que tel partenaire ne s'inscrit pas, son état d'esprit n'est pas celui du partenariat, mais celui de la domination, on doit avoir la capacité de dire à ce partenaire, stop, non, on n'a pas besoin de vous. Je crois que c'est un peu ces éléments. Donc, ça ne veut pas dire que bon, il faut être arrogant, il faut dire que non, on est autosuffisant, on a besoin de personne. Non, on a besoin de... C'est comme chez vous. Quand je viens, je vous donne l'argent, la façon de vous donner, et je ne veux pas venir chez vous, vous donner l'argent, vous dire ce que vous devez faire, etc. Non, je crois que ça, c'est ce qu'on demande un peu en tant que pays. Ça me semble être extrêmement important de comprendre que nous sommes interliés. Si on prend les questions climatiques, encore une fois, si je le dis, aucun pays seul ne peut le faire. Les questions de sécurité, si les autres pays qui doivent être partenaires avec nous ne nous aident pas à régler, ils auront soit les migrants, soit ils auront les terroristes, ils auront autre chose. Donc ils ne le font pas pour nous faire plaisir. Et dans certains cas, ils ont contribué à créer ces problèmes chez nous. Donc ils ont cette responsabilité. Donc ce n'est pas qu'on va leur prier, demander l'aumône, non. C'est que nous sommes en train de faire un travail. Si vous nous aidez, c'est bon. Si vous ne nous aidez pas, bon, ça va arriver chez vous d'une façon ou d'une autre. Dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas construire un mur pour arrêter les problèmes. Vous voyez nos jeunes gens qui vont se jeter dans la mer. Quand les gens sont désespérés, ils sont prêts à tout. Donc aucune barrière métallique, frontière ou tout ce que vous voulez ne pourra protéger ces pays contre ces vagues. Si vous Donc je crois que c'est là où se trouve la question. Donc on veut un partenariat où nous faisons un travail. On n'est pas assis à les regarder, mais il faut aussi que nous puissions regarder l'ensemble de ces questions-là ensemble. Pourquoi les gens doivent nous envoyer des forces armées si on n'en a pas besoin, par exemple? Peut-être qu'on a besoin d'équipements, on a besoin d'autres choses. Ça, ce sont des questions peut-être que nous devons, à mon avis, discuter.
Très bien. La discussion, j'imagine, sera faite à d'autres niveaux aussi. Vous avez évoqué pourquoi il devrait envoyer des forces d'armée que nous n'avons pas forcément besoin. Il y a plusieurs observateurs aussi qui évoquent le fait qu'une approche sécuritaire pour que ça marche véritablement, il faut qu'il y ait aussi une approche sur le plan économique. Alors, on a vu les choix stratégiques qui ont été opérés par le Mali. Sur le plan économique, il y a quelques conséquences et il y a aussi des opportunités certainement qui ont été ouvertes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces opportunités sur le plan économique aussi, Son Excellence? C'est ce que nous devons comprendre, même les problèmes sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Pour une grande partie, c'est pas vrai, ça vient aussi des déficiences de gouvernance dans nos pays. Mais en grande partie aussi, c'est lié à des problèmes économiques. Moi, j'ai lu il y a quelques années un rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a fait une étude pour comprendre les causes de l'extrémisme dans nos pays. Il est évident que 75% des jeunes gens qui s'engagent dans ces groupes terroristes ou dans des groupes criminels indiquent que pour 75%, ce sont des motivations économiques qui les amènent dedans. Et c'est pourquoi il est extrêmement important pour nos pays, nous dirigeants en particulier, de travailler à créer les conditions nécessaires pour donner des opportunités économiques à nos jeunes gens qui puissent étudier, à la fin des études qui puissent avoir aussi des emplois pour pouvoir travailler. Et parce que si nous ne le faisons pas, je crois que nous sommes déjà assis sur une bombe. Parce que si vous regardez que ce soit au Mali, dans tous les pays africains, qui est-ce qui sont dans la rue? Ce sont les jeunes gens. C'est eux qui installent le pouvoir, c'est eux qui renversent le pouvoir. Qui est-ce qui sont dans les groupes terroristes? Ce sont nos jeunes gens. Qui est-ce qui sont candidats aujourd'hui pour la migration avec tous les risques que cela? Ce sont nos jeunes gens. Aujourd'hui, l'Afrique, avec près d'1 milliard de population, nous savons que plus de 75% de la population est jeune. Donc tout ce qu'on fait pour pouvoir prévenir même les conflits, c'est de pouvoir créer des opportunités économiques pour les gens. Mais pour créer les opportunités économiques aussi, c'est pourquoi aussi la question même de souveraineté économique aussi vient en avant. Parce que les problèmes, nous avons créé en partie ces problèmes, mais c'est vrai aussi que nous avons hérité aussi d'un système économique colonial ou néocolonial qui fait qu'aujourd'hui, nous ne contrôlons pas nos pays, nous ne contrôlons pas nos économies, et même les monnaies que nous avons contribuent à nous fragiliser davantage. Donc c'est pourquoi la question de souveraineté économique devient une donnée importante. Aujourd'hui, avec la transition, nous sommes en train d'essayer de reprendre certains secteurs économiques clés comme le textile, qui occupe plus du tiers de la population malienne, avec un partenariat qui est en cours avec la Chine, qui nous permettra, en établissant certaines unités de filature, de pouvoir transformer le coton à 35%. 35% de transformation, vous n'imaginez pas le nombre d'emplois que cela peut créer. Dans le secteur minier, il y a un audit qui est lancé pour nous permettre de voir clair, comme le disent certains, dans l'exportation de ces minéraux. Avec ça aussi, on peut générer des ressources. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'une société minière vienne dire à l'État malien, bon, moi j'ai produit 10 tonnes, mais je vais faire quoi? Je prends peut-être les taxes sur ces 10 tonnes, mais si moi j'ai la capacité de dire que non, mais les données que j'ai prélevées de votre production montrent que vous avez produit 20 tonnes. Qu'est-ce que ça donne? Donc si si en tant que pays aussi, on ne s'assoit pas juste pour dire qu'on attend juste les taxes de ces secteurs et que l'État même devient aussi, par exemple, un investisseur dans le secteur minier, comme on vient de créer une société qui va s'occuper à la fois de l'exploration, qui va prendre des actions beaucoup plus importantes dans On peut créer beaucoup de revenus aussi au sein de nos pays, ça peut occuper beaucoup de gens dans nos sociétés. Donc moi, je suis encore une fois convaincu que la solution même des problèmes sécuritaires, c'est d'abord économique. Économique en ce sens que si nos jeunes gens, on ne leur donne pas des options. Si moi je suis un jeune homme assis à Tombouctou toute la journée, n'ayant rien à faire, et que les seuls qui viennent m'offrir du travail sont soit des groupes terroristes, des groupes armés ou des narcotrafiquants, mais écoutez, je vais prendre. Mais si je sais que j'ai le choix de ne pas accepter l'offre de ce terroriste-là, mais aussi de faire un travail décent, de vivre dans ma communauté, dans la sécurité, je prendrai cette offre. Donc nous, notre responsabilité, c'est de donner ces choix à nos jeunes gens. Et c'est la meilleure façon pour moi de pouvoir prévenir le conflit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres causes de conflit, mais je sais que si nous arrivions
à répondre plus efficacement à nos problèmes. On va écouter les jeunes gens aussi parce qu'ils vont parler, ils vont nous dire aussi quelle est leur compréhension de ces questions, qu'est-ce que nous, là où nous avons failli aussi à pouvoir répondre à leurs attentes, parce qu'aujourd'hui, le problème de l'emploi des jeunes est une donnée essentielle. Si nous ne répondons pas à ça de façon adéquate, je pense que nous aurons le plus gros problème de sécurité pour les années à venir. Très bien. Je prends donc la perche tendue, son Excellence, Monsieur le Ministre. Il nous reste 1 heure. Nous allons donc ouvrir le micro, puisque je l'avais dit au tout début, ce sont des échanges que nous allons avoir avec les uns et les autres. Nous allons d'abord prendre une série, avec votre permission, une série de 5 questions d'abord, et ensuite auxquelles vous allez répondre, et après on verra si le temps nous le permet, si on peut prendre d'éventuelles questions par la suite. Alors, nous allons ouvrir une première série de 5 questions. Là. Alors, cette rencontre vient à point nommé, dans la mesure où nous venons d'un voyage d'études aux Pays-Bas et à Bruxelles, où nous avons eu l'occasion de rencontrer des acteurs politiques et aussi certains de la société civile. En tant que jeune ambassadeur du Mali en refondation, nous avons porté le message d'une jeunesse qui est extrêmement engagée pour la refondation, pour les questions de refondation du Mali et de la reconstruction nationale. Une interrogation a tout de même attiré mon attention lors de notre rencontre avec le service européen pour l'action extérieure. Et cette interrogation est donc à savoir comment l'Europe doit-elle agir pour déconstruire ce sentiment antipolitique étrangère pour l'Afrique. Parce que, je le répète, il n'y a pas de sentiment anti-européen en Afrique, mais il y a un sentiment anti-politique européenne pour l'Afrique. Donc nous avons porté notre appréciation sur la chose. Et il est extrêmement important pour nous aujourd'hui d'avoir l'appréciation de notre ministre des Affaires étrangères. Merci. Monsieur le ministre, au regard des relations diplomatiques assez complexes entre le Mali et certains pays, comment entrevoyez-vous l'avenir de notre diplomatie avec nos partenaires, sachant bien que notre pays enregistre un taux important de concitoyens vivant à l'extérieur de nos frontières? Est-ce que c'est nécessaire que la reconquête de la souveraineté nationale doit forcément être conflictuelle? Monsieur le ministre, ma deuxième question, peut-être qu'elle n'est pas trop en rapport avec le thème du jour, mais je vais en profiter parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a le ministre des Affaires étrangères en face de nous. Mon inquiétude, c'est au niveau de nos institutions internationales. Monsieur le ministre, quelle est la politique de la promotion de nos cadres maliens dans les organisations internationales? Car c'est aussi un outil diplomatique dans la mesure où cette politique permettra à nos cadres de mieux porter et défendre la voix du Mali dans le concert des nations. Je vous remercie. Parmi toutes les actions entreprises par le gouvernement de transition pour permettre au Mali de retrouver son indépendance et sa souveraineté, quels sont les acquis qu'on peut citer au jour d'aujourd'hui? Merci. Moi, je suis Abdelaziz Sanogo, je suis de la 3e promotion de l'école politique, promotion Modibo Keïta. Je voudrais tout d'abord revenir sur cette belle déclaration qui se passait à la radio de temps en autre sous le régime de Modibo, qui disait qu'à la phase aiguë de la lutte révolutionnaire, il faut éviter les déclarations sans effet, l'action sans continuité et la prise de position spectaculaire, car ce faisant de l'objet de vos attaques, une fois leur panique estompée, ils se recherchent, s'unissent, agissent promptement sans hésiter contre vous. Aujourd'hui, je voudrais me situer l'accent beaucoup sur la continuité de l'action aujourd'hui que le Mali porte sur la scène internationale. Nous sommes en phase transitoire.
est-ce que vous estimez que ça sera une action qui va se poser dans le temps, juste après les 2 années ou les quelques années de transition? Est-ce que nos décisions aujourd'hui que nous sommes en train de prendre ne seront pas des obstacles pour les régimes à venir? Deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui faisons des choix sur le plan international, je ne dirais pas spectaculaires, mais est-ce qu'après la lutte que nous voyons, la lutte en Europe, etc., et que les uns et les autres s'unissent, et que le Mali devient en tout cas un autre cas, un autre objet, on l'a vu avec la Libye, où à un moment donné, le régime de Kadhafi a eu l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, or en sachant bien que la Russie était de son côté. Alors, qu'est-ce que nous allons faire autour de cette situation? J'ai dit que, est-ce que réellement, nous allons pouvoir continuer avec nos décisions, parce que je ne dirais pas si c'est une décision spectaculaire, mais on a vu en Libye, l'intervention de l'OTAN, c'était sous un peu avec l'approbation du Conseil de sécurité. Or, on savait bien que la Russie était à côté de la Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, nos décisions pourront être continuées dans le temps si on se réfère un peu au cas libyen? Merci beaucoup. Pour certains, mais je vais essayer de répondre avec la plus grande sincérité et franchise pour ceux dont j'ai la réponse. Madame Lee, merci beaucoup de m'apprendre la notion d'ambassadeur en refondation. Ça, c'est un terme que j'ai aimé. Je crois que vous avez parlé aussi de l'échange que vous avez eu à Bruxelles avec beaucoup de partenaires. Et votre interrogation, c'est de savoir comment on peut arrêter ce sentiment anti-politique étrangère de l'Europe. Est-ce que l'Europe doit agir pour freiner, en fait, pour déconstruire ce sentiment anti-politique étrangère pour l'Afrique? Ce sentiment chez eux ou chez nous? Ce sentiment que nous, les Africains, nous ressentons contre leur politique pour notre continent. Ok, je comprends. C'est que, bon, je ne peux pas parler pour tout le monde. Si nous pensons que l'Europe peut aider, la première action, c'est d'abord que l'Europe considère l'Afrique ou le Mali comme un partenaire d'égal à égal. C'est-à-dire que je crois que qu'on considère que les relations coloniales ou néocoloniales sont mises de côté, même si nous savons que l'histoire est ce qu'elle est, mais que nous comprenions, je sais qu'il y a beaucoup de pays européens aussi qui n'ont pas de passé colonial, qui n'ont pas aussi cette approche des relations, mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que, parce que l'Europe est un ancien partenaire du continent, sur une longue durée, mais ce qui est important, c'est que maintenant, il y a beaucoup de compétition dans le monde. Et l'Europe a perdu aussi beaucoup de place par rapport à certains partenaires. Donc pour se ressaisir, moi je crois que c'est de privilégier d'abord l'écoute, le respect mutuel. Je crois que ça, c'est à mon avis le premier élément. Le deuxième, c'est de regarder comment on peut se co-développer, si vous voulez. Parce que très clairement, si les relations économiques ne sont pas équilibrées entre les deux continents, parce que entre l'Europe et l'Afrique, je crois que la distance, ça ne fait même pas 15 km entre les deux continents. Donc c'est le continent le plus proche de l'Afrique et qui a des relations les plus anciennes avec l'Afrique, mais il faut que les relations économiques soient fondées de telle manière que ces relations économiques nous aident, à nous développer. On peut dire qu'on a eu une aide au développement sur des longues années. Il y a beaucoup qui a été fait pour construire des infrastructures sur autre chose. Mais aujourd'hui, notre plus grand défi, à mon avis, ne peut pas être résolu par l'aide au développement. Il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on regarde les questions liées à l'investissement privé, comment développer les infrastructures. Donc il y a un certain nombre de choses que l'aide ne peut être que catalytique. Mais il faut regarder aussi comment nous aider nous-mêmes à générer des ressources dans nos pays et comment avoir aussi des relations économiques plus équilibrées. Moi, je me souviens qu'à un moment, quand j'étais ambassadeur, on a eu beaucoup de bagarres avec nos amis européens sur la question du coton. Nous, pays pauvres, arrivions à produire le coton sans subvention, avec souvent la DABA, et être compétitifs
sur le marché mondial pendant que les producteurs européens sont par exemple subventionnés. Et ça crée des distorsions sur le marché. Donc c'est dire que souvent tout n'est pas question d'aide. Parce que souvent si nous avions des règles commerciales plus équilibrées, on créerait plus de revenus pour l'agriculteur malien que de venir lui donner l'aide. Donc pour moi, l'Europe doit aujourd'hui essayer de regarder toutes ces relations avec beaucoup plus de réalisme et regarder comment nous pouvons travailler avec ces pays, comment on peut répondre à ces défis dans le respect mutuel, dans l'interdépendance, mais aussi en allant au-delà des outils traditionnels juste d'aide, mais il faut regarder vraiment les questions, même comment nos secteurs privés peuvent travailler ensemble pour pouvoir répondre davantage à ces... Comment on peut valoriser aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens pays européens qui n'ont peut-être pas intérêt à ce que nos pays s'industrialisent par exemple, parce qu'on devient compétiteur, parce que nous on était dans un schéma de produire nos matières premières et de leur vendre, et ils ont des industries. Beaucoup de pays européens aujourd'hui qui sont premiers producteurs de chocolat et autres, bon, ils ne sont pas là pour produire. Donc, je crois qu'il y a des défis importants qu'il faut regarder, à mon avis, qui nous permettent d'aller au-delà. Même sur les questions de paix et de sécurité, l'Europe est un partenaire important, mais encore une fois, il faut regarder comment nous essayons d'embrasser ces questions, comment nous essayons plutôt, au lieu de penser à établir des bases militaires, par exemple, dans des pays où, moi, je pense qu'il faut regarder quelles sont les capacités à créer dans ces pays pour que nous puissions assurer notre défense et notre sécurité. Parce que dans beaucoup de pays africains, maintenant, on a des armées britanniques, françaises, même américaines dans ces pays. Est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? Est-ce que, dans la durée, il n'est pas préférable d'aider le Mali, le Burkina, à avoir des institutions et des armées capables d'assurer le... Parce que vous savez ce qui s'est passé en Libye, en Afghanistan, nous devons garder ça à l'esprit. C'est-à-dire que quelle que soit l'amitié, l'amitié en relation internationale, il faut mettre entre guillemets, quels que soient vos liens avec un pays, mais un jour, pour une raison ou une autre, ils vont partir. Donc la seule façon de préparer ce départ-là, c'est d'investir dans les capacités de ces pays de peau. Donc moi, si je dois conseiller quelque chose à l'Europe, c'est de regarder les choses de façon vraiment de se dire que bon, c'est un partenariat d'adulte à adulte, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour tirer chacun. Naturellement, quand on dit gagnant-gagnant, c'est ça. Aucun partenaire ne viendra pour perdre. Je crois que le bénéfice peut aussi ne pas être matériel, parce que si vous devez aider à développer nos pays, c'est aussi plus de stabilité pour vos pays. Donc je crois que c'est ce que je peux dire, mais je crois qu'un partenariat responsable, et réaliste, franc et sincère est indispensable pour pouvoir avancer. Même pour nos pays, par exemple, dans beaucoup de nos pays, on voit que bon, les entreprises étrangères sont souvent favorisées par rapport à nos entreprises. Or, nous aussi, il faut créer un patriotisme national, il faut créer un capitalisme national, il faut aider nos hommes d'affaires pour qu'ils travaillent en joint venture avec des entreprises étrangères pour ne serait-ce que avoir une connaissance, pouvoir eux-mêmes développer nos pays. Donc je crois que tous ces éléments, à mon avis, doivent être revus dans le cadre d'un nouveau type de partenariat. Ensuite, il y a Mme Kadi Kourouma qui a posé une question. Oui, est-ce que la souveraineté, la défense de la souveraineté doit être conflictuelle? Ça, je pense que c'est une question de perception. C'est parce que nous, on n'est pas en conflit avec quelqu'un. Mais naturellement, il faut comprendre que, encore une fois, les relations internationales, c'est pas toujours des relations amicales comme on le présente. Hein. C'est des jeux d'intérêt, c'est des rapports de force. Le Mali a touché un statu quo qui dérange, parce qu'il y avait une façon de faire qu'on a voulu changer. Bon, comme on le dit dans l'avion, bon, ça va secouer, on va passer une zone de turbulence, après le vol va se stabiliser. Mais tu ne peux pas toucher au statu quo et espérer que le lendemain, la météo soit bonne, que tout se passe comme tu veux. Donc je crois que ça, il faut. Mais nous, notre quête de souveraineté n'est pas dirigée contre quelqu'un, on n'est pas en train de... Si vous regardez même les pays auxquels vous pensez, avec lesquels on a des tensions, le Mali n'a jamais été le premier à dégainer. On a chaque fois eu à poser des actes vis-à-vis du Mali qui nous a amenés, à cause de ce besoin de respect,
de notre dignité, de notre souveraineté, à prendre des actions en retour. Mais lisez l'histoire au cours de l'année qui est passée ou quoi. Imaginez un seul instant si le Mali s'est levé, il est parti s'attaquer à un voisin, s'attaquer à un pays ami ou etc. Ce n'est pas notre approche de créer des conflits ou même des problèmes parce que nous avons besoin de gens, mais aussi considérer que le monde n'est pas le ou les pays auxquels vous faites référence. Le monde est beaucoup plus large que ça. Est-ce que vous parlez de la Chine, de l'Inde ou d'autres pays dans le monde? Parce qu'il ne faut pas aussi ramener nos problèmes à un ou deux, pensant qu'eux représentent le monde, que nous sommes en conflit avec eux. Donc nous pensons que notre affaire... Vous voyez, si je regarde les États-Unis, la France, il y a quelque temps, j'ai écouté une conférence du président Macron vis-à-vis des ambassadeurs français sur la souveraineté. Il dit exactement ce que nous cherchons. C'était exactement ça. Je dis donc c'est valable pour eux, c'est pas valable pour nous. Donc je ne pense pas que nous on est en train de... Mais nous venons de très loin où nous-mêmes nous avons abandonné beaucoup de choses. On a laissé les gens faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui on veut juste essayer de reprendre cette place. Naturellement ça apparaît pour tout le monde comme si on est en train de faire une révolution. Mais je pense que ce que nous demandons, c'est juste normal qu'on veut plus de respect, et plus d'écoute, et de comprendre que nous sommes des humains. Ce que l'Allemand veut pour son fils, c'est ce que le Malien veut pour son fils. Je crois que je ne me mets pas vraiment dans une situation de conflit. Maintenant, pour ce qui concerne la question liée à la promotion des cadres maliens, ça c'est une question qui est assez ancienne. Comment on peut essayer de mieux promouvoir les Maliens dans les organisations internationales? Je peux dire qu'en ce moment, je ne pense pas que la météo soit bonne pour ça. Voilà, hein? Il faut laisser les éclaircies venir un peu parce que bon, on est suspendu de la CEDEAO, on est suspendu de l'Union africaine, il y a des problèmes ici et là, parce que quand on veut placer les gens, on a besoin d'alliés. Donc pour moi, ça c'est passager, mais ça va venir. Au niveau des affaires étrangères aussi, nous avons créé maintenant un département qui va se charger de la promotion des cadres maliens. Mais ça nécessite aussi de développer d'abord une politique en matière de promotion. Parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, même si on a de bons cadres. Je connais des pays autour de nous, mais ce sont des choses qui se préparent. Ils ont une structure, ils identifient des postes qui sont vacants à l'extérieur, ils préparent les gens. Ils aident même à bâtir les CV des gens. Dans certains pays, si je sais par exemple que je veux positionner Kadi demain pour être secrétaire général de telle organisation et que par exemple elle n'a pas été ministre, on peut même l'amener au gouvernement 1 an ou 2 pour juste bâtir son CV. Donc je crois que ça nécessite vraiment un travail de longue haleine pour pouvoir arriver à là. Mais aussi il y a quelque chose qui me semble être important, c'est notre état d'esprit aussi que nous devons intégrer. Je me rappelle que dans ce même hôtel, peut-être dans cette salle, nous assistions à une des conférences des ambassadeurs avec feu Maître Alioune Blondin-Bey, qui nous expliquait que la promotion des Maliens dans les organisations, c'est aussi une question d'état d'esprit. Parce qu'on nous apprend que nos amis sénégalais, eux, quand il y a quelqu'un qui arrive dans une organisation internationale, les autres disent « Oui, mais bon, toi tu es arrivé, est-ce que tu peux m'aider à arriver ?» Mais nous, ce qu'on fait quand quelqu'un arrive, on dit mais il serait un Vous voyez, donc ça c'est aussi une question de mentalité parce que un pays se développe tous ensemble. Si moi je pense que la réussite de Kadi est mon échec, je ne vais pas l'aider. Donc ça aussi c'est notre responsabilité en tant que Malien. Et puis il nous a raconté une anecdote pour expliquer qu'à l'époque lui il avait été proposé pour être secrétaire général à la BAD en Côte d'Ivoire et qu'il a vu le président Moussa, il lui a dit « Bon, Moussa, moi je sais que cette affaire-là c'est pratiquement bouclé, mais moi je veux juste le soutien des Maliens pour pouvoir partir. » Que fait Moussa lui aurait dit « Blondin, est-ce qu'il veut faire kata ou bien tu fais kata ?» Et il lui a dit que oui, monsieur le président, il veut faire kata. Il dit « Bon, il veut faire kata ta. Mais ni te fait kata, Maliens ou le coup kanidem. » Vous voyez un peu ce type de... Donc c'est juste une boutade, mais c'est dire qu'aujourd'hui nous-mêmes, il faut qu'on change notre propre logiciel, de se dire que la réussite d'un autre Malien est ma réussite. Parce que souvent, même si on a un très bon cadre, il suffit que ce cadre-là se présente, ça vient, moi je suis ministre, je veux dire que non, lui il n'est pas bon parce que moi je connais Aïdara, c'est Aïdara qu'on va prendre. Non,
Il faut qu'on puisse avoir des cadres où réellement, si on doit défendre les meilleurs, il faut les défendre, mais pas parce qu'ils sont dans mon parti politique, pas parce qu'ils sont dans mon cabinet, pas parce qu'ils sont... parce que c'est le meilleur malien aujourd'hui pour porter la défense du Mali. Je m'excuse, j'ai été un peu long sur ce coup. Bon, il y a Fanta qui a demandé, je m'excuse de vous appeler par le prénom, je n'ai pas noté le nom, quels sont les acquis de notre quête de souveraineté ou d'indépendance? Bon, j'avais vraiment pas pensé à ça parce que vous savez, quand on est dans l'action, on ne passe pas vraiment à ça. Mais je crois que s'il y a 2 ou 3 choses que je pense que ce n'est pas une quête du président Goïta ou du Premier ministre Choguel ou de Abdoulaye Diop. Je pense que nous le faisons au nom de notre pays. Nous espérons en tout cas pouvoir refléter le sentiment des Maliens. Moi je trouve que aujourd'hui c'est très difficile, mais nous sommes respectés. Que vous le vouliez ou pas, quand vous êtes ici, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous dites que vous êtes Malien, les gens vous regardent, ils vous respectent. Même des pays avec lesquels on a des problèmes, tu arrives chez eux, ils vous respectent. 2, moi je pense que aussi, ça nous a montré aussi notre résilience, le fait que nous soyons passés par ces phases. On a fait 7 mois de sanctions. Aucun de nous, à commencer par nous, gouvernements, avons pensé que nous aurions tenu aussi longtemps. Parce que je crois que les Maliens y ont cru et nous avons vu qu'on a plus de résilience qu'on ne pensait par rapport à ça. Donc je crois que ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement important que nous devons garder en nous. Et 3e, je pense que nous avons plus de valeur que nous ne pensons. Honnêtement, quand je regarde des pays qui nous ont sanctionnés, ont eu plus mal certains que nous. Des pays partenaires avec lesquels nous sommes, où nous pensons que s'ils ne sont pas là demain, on va mourir. On a besoin d'eux, mais on a compris que certains ont autant besoin, sinon plus besoin de nous. Donc je crois qu'il y a des leçons qu'on peut tirer. Parce qu'on ne pensait pas qu'on a de la... On ne pensait pas qu'il y a de la ressource ici que moi je vois, mais que je ne valorise pas. Peut-être que si les sanctions avaient duré, on aurait pu peut-être manger plus de couscous, on se serait tourné vers nos productions locales, ce qu'on n'a jamais fait. Bon, je pense que ce qu'on peut en tirer comme leçon, mais dans le long terme, ça sera peut-être à l'histoire de juger comment tout ça va se passer. Sanogo aussi pose la question de tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Est-ce que ça va subsister avec le temps? Je vais être modeste pour ne pas répondre à cette question. Et modeste aussi en ce sens, en me disant que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une affaire peut-être d'un individu. Peut-être c'est la transition qui a enclenché ces choses, mais je suis certain que beaucoup de ces demandes de respect, de respectabilité étaient peut-être enfouies en nous-mêmes. Et vous êtes beaucoup dans des partis politiques. Je suis certain que si c'est que la transition est en train de faire, si ce n'est pas ce que vous voulez dans vos partis, peut-être qu'on n'ira pas loin. Et demain, si vous allez vous présenter devant les Maliens, et que les Maliens vous disent que c'est ce que nous voulons, c'est que la transition a commencé là, nous voulons que notre pays soit respecté, nous voulons ceci, nous voulons cela. Je crois que vous, en tant que représentant des partis, vous n'aurez pas d'autre choix que de suivre ça. Donc moi, mon espoir est que ce que nous sommes en train de faire est partagé par une large partie de Maliens. Bon, on ne peut pas avoir raison sur tout. Moi, je ne pense pas que le Mali cherche à révolutionner. Je ne pense pas que nous pensons que le Mali peut vivre en autarcie, qu'on a besoin de personne. On a besoin de tout le monde. Mais on a dit seulement qu'on veut qu'on travaille dans le respect mutuel, dans la considération mutuelle. En considérant que nous sommes des humains, nous ne voulons pas de rapport de domination. Mais à aucun moment, vous n'entendrez une autorité de la transition dire que non, le Mali est autosuffisant, on peut fermer nos frontières, on a besoin de personne. Notre géographie déjà doit vous enseigner que le Mali dépend. On a 7 voisins. C'est-à-dire que même si tu n'as pas déjà une bonne diplomatie, on va t'asphyxier entre 7 voisins. Donc je crois que ça, il faut vraiment insérer ça. Mais dans la durée, ça sera vous, les jeunes, les hommes et les femmes. Nous, on sera peut-être à la retraite, ça sera vous. Nous, on est en train de dire et faire des choses aujourd'hui. C'était les Modibo Keïta qui ont commencé. Les circonstances ont été difficiles, ces choses ont été abandonnées. Mais aujourd'hui, on reprend ces éléments. Donc moi, je pense qu'on ne va pas définir tout ça, mais il appartiendra aux Maliennes et aux Maliens de faire de leur pays ce qu'ils veulent. S'ils pensent qu'on s'est trompé, ils mettent tout ça de côté, ils veulent aller vers autre chose. C'est notre choix.
chaque choix a ses conséquences. Chaque choix a ses conséquences, y compris pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc je ne pense pas que nous, on soit des westerns, on se lève un matin, on a la gâchette à la ceinture, on tire sur tout ce qui bouge. Non, je ne pense pas qu'on soit là, mais nous cherchons juste quelque chose pour notre pays. Sur la Libye et tout, je pense que ce n'est pas nécessaire de répondre peut-être à ces questions, parce que bon, on n'est pas dans une telle situation. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire aussi est ressenti dans beaucoup de pays africains. Ce n'est pas une question du Mali ou du président Assimi, ou etc. Parce que beaucoup d'Africains aussi se reconnaissent dans les difficultés que nous traversons, mais aussi dans notre capacité à pouvoir répondre à ces questions. Parce que dans beaucoup de pays africains, ils font face aux mêmes défis. Maintenant, peut-être que nous, on a eu le culot d'affronter certaines situations. Peut-être demain, d'autres seront inspirés pour pouvoir aussi... le Mali n'a pas de rôle messianique, hein, nous ne cherchons pas à créer une révolution pour l'Afrique. Nous défendons notre pays. Voilà. Mais je pense que ce qui est là, si certains pensent que c'est une question d'un groupe, je pense qu'ils vont fondamentalement se tromper. Ils vont fondamentalement se tromper. Donc, je n'ai pas vraiment peur de dire que bon, c'est Libye, c'est ceci, on va faire telle intervention, c'est telle... Toutes les interventions qui ont été faites dans cette état ont été des échecs. Afghanistan, Iran, Irak, Syrie, jusqu'à ici. Si les gens n'ont pas encore tiré ces leçons. Et tous ces jeunes gens qui se lèvent aussi sont le fruit de ces échecs. Donc, si on veut reprendre les mêmes modèles encore, je pense qu'on n'aura encore rien compris à tout ce qu'il y a. Bon, merci beaucoup. Je vois qu'il me connaît un peu mieux, un peu bien quand même. Si on a les moyens, je pense que j'ai répondu à ça, si on a les moyens de faire ce que nous sommes en train de faire. Moi, je pense que tous les pays ont les moyens de faire les politiques qu'ils veulent. Parce que quand tu décides d'un choix, tu vas chercher à te donner les moyens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des réponses à certains de nos problèmes qui sont ici au Mali. On nous a prédit que si certains partent en 2 jours, on va disparaître de la planète. On est encore là. Dieu merci, on sera encore là. Moi, je suis certain que si la situation et les difficultés actuelles qu'on a constituent des opportunités pour nous pour investir, par exemple, à transformer notre économie, notre coton, à développer notre pays, à créer des emplois pour nous, on aura les moyens. Mais les moyens ne viennent pas comme vous les attendez, que c'est d'autres qui vont vous amener les moyens, parce que ceux qui vous amènent les moyens aussi, on est dans une compétition mondiale. Il ne faut pas penser que c'est des cadeaux qu'on se fait. Chaque chose qu'on acquiert, c'est qu'on s'est battu pour ça. Donc je crois qu'il faut juste qu'on puisse se donner les moyens. Ça ne sera pas facile. Comme rien n'est facile sur cette planète. Hein. Et je crois qu'il faut continuer à se battre pour ça, mais en ayant à l'esprit qu'on est interdépendants. Nous dépendons tous les uns des autres. Et même le pauvre peut apporter plus aux riches souvent qu'il ne le pense. Le G5, vous dites s'il y a des dispositions qui ont été prises pour le G5. D'abord, bon, on est dans un micro, c'est public, mais je dois vous dire que le G5 n'était pas fonctionnel. Je crois qu'il y a des chefs d'État, autres du Mali, qui sont à la tête de cette organisation, qui ont eux-mêmes indiqué que, bon, c'est vrai que le concept était bon au début, mais l'organisation n'a jamais eu les moyens d'être opérationnelle sur le terrain. C'est pourquoi le Mali aussi a quitté. Nous n'avons pas senti les effets parce qu'on n'était pas dépendant de ça aujourd'hui. Donc je ne pense pas que cela nous gêne. Ça ne nous empêche pas de travailler avec la Mauritanie, avec d'autres sur le plan bilatéral. Avec le Niger, c'est difficile. Quand la météo va s'améliorer, nous allons travailler ensemble. Donc je crois que nous sommes des voisins, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Et le peuple malien n'est pas ennemi du peuple nigérien. Donc nous avons des difficultés temporaires que nous allons surmonter. Parce que si nous ne travaillons pas ensemble, les groupes terroristes vont travailler ensemble à nos frontières. Donc il faut que nous comprenions cela. L'initiative d'Accra, écoute, au début, le Mali a participé à certaines de ces activités. Encore une fois, le Mali n'est pas convaincu que cette initiative d'Accra réponde aux principes que nous avons édictés par rapport et à nos partenariats et par rapport à notre engagement dans des organisations régionales où nous n'avons pas le sentiment que le leadership est proprement africain pour nous et que ça nous aide à prendre en charge nos préoccupations. Et que le Mali, nous avons des problèmes réels de sécurité qui n'attendent pas demain. On doit vivre par rapport à ça. Et le Mali n'a pas à faire partie
de toutes les initiatives. Voilà, cette initiative est créée, nous la saluons. Voilà, il y a d'autres pays qui s'engagent dedans, ils sont libres de s'engager. Le Mali, pour le moment, nous allons continuer sur le chemin que nous nous sommes tracés. Quand nous estimons qu'il y a une organisation qui répond à nos préoccupations aussi, nous allons le faire le moment venu. Sur la question des militaires ivoiriens qui sont arrivés ici, bon, je crois que c'est une question sur laquelle il y a eu beaucoup de littérature. Ce qu'on peut expliquer encore une fois, c'est que aucun pays n'accepte qu'on puisse déployer des soldats sans prévenir, sans suivre des protocoles adéquats par rapport à cette question, et que bon, ceci soit attentatoire à la sûreté de ce pays-là, et qu'on trouve que c'est normal. Descendez aujourd'hui à Bruxelles ou à Londres sans visa, vous verrez le traitement qu'on vous fera. Et ça, c'est que vous venez sans armes. Et ça, c'est un contingent avec un avion rempli d'armes. Donc, je pense que vous avez déjà les éléments qui ont été indiqués dans le communiqué du gouvernement par rapport à cette question. Et bon, cette affaire a été passée au niveau de la justice. Malgré cela, la justice a souhaité, malgré la gravité des faits qui sont reprochés, relaxer 3 personnels féminins. Et bon, maintenant, la question est très avancée au niveau de la justice, qui continuera à faire son travail sur la question. Mais malgré cela, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a toujours indiqué que pour nous, Mali, nous restons toujours ouverts à ce qu'on trouve une solution par le dialogue, une solution diplomatique, une solution politique à cette crise, parce que nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays frère, nous sommes des pays amis, nous sommes des voisins, et que nous n'avons pas que cette affaire de soldats à régler. Nous avons beaucoup d'autres affaires qui nous amènent, mais tout ça, ça doit se faire dans le cadre d'un dialogue. Il y a quelque temps, nous, on a eu des problèmes similaires, des accusations venant de la frontière mauritanienne. Vous savez comment ça a été traité. Le Mali a pris sa responsabilité à engager un dialogue sérieux avec le gouvernement mauritanien. Nous avons pu éviter le drame sur cette question. Jusqu'à présent, nous continuons sur cette voie. Il y a le Togo qui a été choisi pour faire la médiation entre les deux parties. Et les discussions se poursuivent à ce niveau et avancent. Et nous espérons pouvoir sortir de cette situation. Mais en même temps, le Mali rappelle un certain nombre de choses qui nous paraissent être fondamentales. Un, il faut que surtout la CEDEAO et nos autres partenaires comprennent qu'il s'agit d'un problème bilatéral entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et que nulle organisation, fût-elle la CEDEAO, ne peut se transformer en tribunal pour se réunir à New York et ensuite à Abuja sans le Mali. Le Mali est suspendu de l'organisation, le Mali est membre de la CEDEAO. Et ce n'est pas un problème lié à la transition malienne. C'est un problème bilatéral entre deux États qui ne peut pas se discuter sans qu'on puisse quand même demander aux Maliens, ne peut pas se transformer en petit comité et dire que c'est un tribunal qui a condamné le Mali. Le Mali, on l'a dit encore une fois, d'abord nous on n'était pas à ce dernier sommet où vous semblez dire qu'il y a des trucs d'embargo. J'ai lu le communiqué, je n'ai pas vu ça dedans. Mais notre point de vue, c'est que cette question ne peut pas être gérée par des injonctions au Mali. Il faut que le Mali et la Côte d'Ivoire, qui sont des pays frères, se rencontrent comme nous le faisons. Et je suis certain que nous sommes en mesure de trouver la solution. Mais les autres qui veulent jouer d'autres rôles, pensant que bon, ils vont pouvoir donner des injonctions, des dictats au Mali, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais nous sommes toujours ouverts et moi je suis confiant qu'une solution sera trouvée à la hauteur des liens séculaires entre ces deux pays. Je répète encore une fois, il n'y a pas de problème entre les peuples ivoiriens et les peuples maliens. Il ne faut pas qu'on essaye d'élargir les choses à ce niveau. Il y a un problème bilatéral comme cela arrive toujours entre voisins.
dans nos pays aux frontières, il arrive toujours que les éleveurs et d'autres se battent, après on trouve une solution. Je crois qu'il ne faut pas aller au-delà de ça, et il faut que les gens arrêtent juste les ingérences et pensent qu'on peut gérer le Mali comme on gère son propre pays. Non, ça il faut aussi quand même qu'on nous respecte. Maintenant, pour l'autre question de monsieur là, elle est beaucoup plus vaste, le lien entre souveraineté interne, souveraineté externe. Je crois que le tout est lié, je l'ai dit tout à l'heure, même sur le plan, j'ai parlé aussi de souveraineté économique. Je pense que, contrairement à ce que Konaté indique, c'est pas... Même pour développer nos pays, on a besoin d'une souveraineté économique, on a besoin de bâtir nos économies sur des bases saines. Parce que si on n'a pas ça, la justice, c'est pareil. Le problème de la justice, c'est notre problème à nous tous. Et c'est le problème le plus fondamental qui existe dans ce pays. Même les questions de sécurité trouvent leur origine aussi dans des injustices. Donc nous avons tous, je crois que vous avez suivi la rentrée judiciaire, les problèmes ont été posés, il y a eu des engagements pour apporter une réponse. Et les réponses de la justice ne sont pas que les réponses du gouvernement. Je pense que nous sommes tous responsables de cette situation et nous devons pouvoir trouver les solutions nécessaires pour qu'il y ait une justice saine dans ce pays. Mais je crois qu'ici, on est là beaucoup plus pour parler de politique étrangère. Je ne veux pas venir vraiment beaucoup plus. Il y a des membres du gouvernement qui sont plus compétents pour répondre à cette problématique. Mais je peux vous dire seulement que la justice est une dimension essentielle de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais comprenons aussi qu'une transition ne peut pas tout faire. Une transition ne peut que jeter les jalons d'un certain nombre de choses qui vont devoir venir, que ce soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la justice, comme dans le domaine de l'éducation, on ne peut que poser les jalons pour pouvoir avancer sur ces questions. Maintenant, est-ce que la souveraineté est un concept anachronique? Je pense que Konaté n'était pas là quand j'ai fait référence à cette intervention d'Emmanuel Macron à la conférence des ambassadeurs à Paris, où il définissait pourquoi la France se battait pour sa souveraineté. Qui pense que la France a besoin de proclamer ou de se battre pour sa souveraineté? Ça veut dire que grand ou petit, ce n'est pas question de développer ou de ne pas être sous-développé. C'est une question de dignité, c'est une question de respect. Je ne pense pas qu'on soit dans un populisme quelconque. Si la notion de souveraineté est venue, c'est parce que la souveraineté du pays était justement bafouée par un certain nombre d'arrangements qui ont foulé ce pays et qu'il fallait remettre sur pied. Donc, les gens ne se sont pas levés un beau matin de dire seulement que, bon, on a eu une éclaircie ou une lumière, on pense que c'est la souveraineté notre réponse. Non. Si on regarde la question de la sécurité aujourd'hui, quand même, le Mali est en train de se battre pour pouvoir prendre sa sécurité en main. Je ne pense pas que ça soit une question de rhétorique par rapport à cela. Bon, maintenant, je crois que ce qui est important à comprendre à ce niveau, est-ce qu'on peut faire ceci, on ne peut pas faire cela? Moi, je ne suis pas dans les grandes théories, mais je pense que la souveraineté, c'est d'abord qu'on nous respecte, qu'on ne nous infantilise pas. Je ne pense pas aussi que nous aurions la prétention d'infantiliser les Maliens. Je pense que les Maliens savent ce qu'ils veulent. Peut-être mieux que nous-mêmes. Parce que ce que les Maliens demandent, je ne suis même pas sûr que le gouvernement pourra l'exprimer comme les Maliens souhaitent qu'on l'exprime. Donc je ne pense pas qu'on puisse se lever et penser que les Maliens sont des enfants, il faut les abreuver de la souveraineté, ils oublieraient leurs problèmes et ça va se résoudre. Non. Mais quand même, il faut comprendre que quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous prétendons tous au respect, à la dignité, et pouvoir aussi prendre en charge nos problèmes pour pouvoir répondre à cette question. Donc pour moi, je le vois de façon beaucoup plus pratique que de penser que, bon, il y a une nouvelle idéologie qui est lancée, qui va dans telle ou telle direction. Moi, vous savez, peut-être que nous, on dit des choses d'une certaine façon, mais quand j'écoute les autres pays autour de nous, mais ils disent tous la même chose, peut-être qu'avec des mots différents. Chaque pays veut être... Souvent, est-ce qu'on est prêt à se battre pour se faire respecter? Pour moi, c'est ça la question. Il y a d'autres qui l'exprimeront avec plus de souplesse, il y a d'autres qui l'exprimeront même dans des contrats commerciaux. Il y a des questions de souveraineté ou autres qui peuvent venir entre pays. Donc pour moi, ce sont ces questions pratiques qu'il faut voir que chaque pays veut quand même qu'on puisse le respecter. Moi, je ne vais pas vraiment dans des discussions
doctrinal sur la question. On a un problème un moment, peut-être demain, ça sera peut-être une question qui est derrière nous, mais si de Modibo Keïta aujourd'hui cette question n'a pas disparu, c'est que c'est probablement une question réelle. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres qui ont travaillé aussi contre cet état de fait. Donc moi je pense que c'est une question d'état d'esprit. En premier lieu, ça peut être au niveau du gouvernement comme ça peut être au niveau individuel, que chacun pense que ce qui se fait dans mon pays, j'ai mon mot à dire par rapport à cette question. Donc en tout cas, c'est ma compréhension, c'est la compréhension du gouvernement sur cette question, où nous pensons que sur le plan de notre sécurité, nous sommes les premiers responsables pour assurer notre propre sécurité et nous devons, et qu'aujourd'hui, si vous prenez la sécurité, vous pensez que quelqu'un d'autre peut venir au Mali et pour assurer la sécurité des Maliens à leur place. Ils vont venir nous aider certainement. Mais nous devons faire notre travail par rapport à cette question. Sur le plan économique, je dirais que c'est la même chose. C'est la même chose. Si nous ne nous donnons pas les capacités de pouvoir exploiter nos pays, de défendre les intérêts de nos pays, d'autres viendront. Vous pensez que tout cet intérêt de tout le monde pour dire que l'Afrique c'est le continent du futur, etc. Mais ça peut se faire sur le dos de l'Afrique. Ce n'est pas parce que nous sommes le continent du futur que ça se fait pour les Africains. Il faut qu'on se batte pour ces choses-là. Donc pour moi, ce n'est pas des concepts dépassés. Bon, peut-être que chacun peut les articuler comme il veut, mais comme Konaté le dit, peut-être dans un amphithéâtre, on pourra aller plus à fond de ces concepts. Mais moi, je pense que c'est juste ce que les gens demandent au quotidien, qu'on puisse les respecter, les écouter, et qu'ils vivent une vie décente, qu'ils soient considérés comme des êtres humains et non des êtres inférieurs, et qu'on est l'esclave de personne en particulier par rapport à ces questions-là. Mais bon, nous sommes un pays et on n'attend pas que tous les Maliens réfléchissent de la même façon. Nous sommes aussi divers. Donc la vérité d'aujourd'hui aussi n'est pas la celle de demain. On peut se tromper. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Son Excellence. Nous arrivons donc au terme Les applaudissements sont mérités en effet. Nous arrivons donc au terme de ce café politique. Merci beaucoup, Son Excellence, d'avoir accepté notre invitation pour ces plus de 2 heures que nous venons de passer ensemble, en dépit de votre agenda chargé, nous l'imaginons. Merci à vous tous, à l'assistance, d'avoir aussi participé à ce dernier café politique. Son Excellence s'est prêté de bon cœur au jeu des questions-réponses et nous espérons qu'au sortir de ce café politique, vous avez un petit peu plus d'éléments de substance pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui sur le plan géostratégique et vous avez un peu plus de compréhension par rapport à la diplomatie malienne. Merci à vous, Son Excellence, encore une fois. Merci à vous tous. Je pense qu'il faut aller encore plus applaudir. Il y a un cocktail qui est prévu juste après. Merci beaucoup. Merci beaucoup.